Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aujourd'hui parmi nous avec Jean-Luc Perrard. Et on est très content de t'accueillir, Jean-Luc. Merci beaucoup. Bonjour Ismaël. Et aujourd'hui, on continue notre série d'interviews avec des leaders de l'IT et du digital. Et ça faisait sens pour moi de t'inviter, Jean-Luc. On va pas se mentir, on se connaît depuis quelques années déjà. Et je sais que tu as exercé et tu as aussi des positions sur le leadership, qui est un sujet de plus en plus important pour notre communauté de DSI. Sans rentrer dans les clichés, le DSI qui s'occupe que de l'IT, c'est révolu. Aujourd'hui, le DSI doit leader vers le haut, leader ses équipes, il doit savoir recruter, engager, garder les talents. Et donc par rapport à ça, tu as une grande expérience que tu nous as donné la possibilité de t'interviewer pour que tu puisses partager ton expertise là-dessus. Et je t'en remercie encore une fois. Avec plaisir. Moi, ce que je propose qu'on fasse pour aujourd'hui, c'est qu'on parle d'abord un petit peu de ton parcours. Peut-être qu'est-ce que tu peux te présenter en quelques mots. Et ensuite, on parlera effectivement plus précisément de ton rôle de DSI. On va parler du moment où tu as voulu devenir DSI, comment tu as réussi à devenir DSI. Et après, ton expérience de DSI, je sais que tu es passé aussi par le métier, tu as été patron d'usine pour justement arriver à ce métier de DSI, ce qui est particulièrement intéressant. Donc je te laisse peut-être te présenter et après on parlera de tout ça. Alors, peut-être juste, il y a peut-être un piège ou un travers dans notre conversation, c'est qu'évidemment, vu après toutes ces années, on peut penser que ce parcours a été quelque chose de très réfléchi, construit stratégiquement, etc. Bon, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que il s'est trouvé qu'il y a des opportunités. C'est la vraie vie. Il y a des opportunités et que je les ai prises. Et donc, juste pour illustrer ça, je suis, tu ne l'as pas précisé, merci de ne pas me mettre ce poids sur les épaules, mais je suis en retraite depuis un mois. Et j'ai fait 35 ans chez Stellantis, après 42 années de salariat, puisque j'ai travaillé pendant mes études. Et chez Stellantis, en fait, j'ai occupé, pour faire simple, 2/3 de mon temps était dans des jobs, des positions qui avaient trait à l'informatique, parce que c'est mon métier d'origine, j'ai fait des études d'informatique, et 1/3 dans le monde industriel. Donc j'ai fait en réalité dans ma carrière 3 allers-retours entre l'informatique, le monde industriel et retour à l'informatique. Et ce parcours, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose que j'avais pré-réfléchi ou que j'avais programmé. J'ai surtout réagi par rapport à des opportunités et je le dis, à une certaine prise de risque, parce que quand on est informaticien connu en tant que tel et que du jour au lendemain on rentre dans un monde, je sais pas, l'outillage ou la fabrication, évidemment il y a une forme un peu de remise à zéro des compteurs, voilà. C'est hyper intéressant, on voit de plus en plus de parcours où il y a des profils qui passent par l'informatique, qui passent par le métier. En l'occurrence, toi, c'était le métier de l'industrie pure et dure, mais il y en a qui vont aller dans le marketing, dans la finance, dans les RH, peu importe. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment ça s'est fait, comment tu as basculé, on va dire, de l'informatique au métier? Il me semble que tu étais directeur de l'infrastructure chez PSA et oui. Après, tu deviens patron de l'usine de Rennes. Ouais. C'est cette période-là, peut-être que tu peux, avant de passer patron de l'usine de Rennes, peut-être que tu peux nous dire où tu évoluais dans l'informatique, ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu patron d'usine. Alors peut-être, si tu permets, je peux rembobiner un peu plus, okay. Et je passerai en accéléré. Je suis rentré chez PSA pour m'occuper de CAO, essentiellement de simulation robotique. C'est un peu ancien, ça date de 89. C'était quelque chose qui était assez connexe à ce que j'avais fait pendant la préparation de ma thèse, où j'avais travaillé sur des affaires de programmation hors ligne de robots. Bon, peu importe dans le détail de quoi il s'agissait, mais ça avait trait, en tout cas, à une connexion entre le monde de la fabrication et le monde de la simulation
simulation de la CAO, qui est quelque chose qui m'a beaucoup plu, beaucoup passionné. Et je suis resté pendant 5 ans dans ce rôle, mais un rôle à la fois avec un volet très technique, qui procurait beaucoup d'excitation intellectuelle, mais très connecté à la fabrication, hein, avec tout ce que ça comporte comme équipement réel, façon de raisonner, culture, très différent du monde IT. Et j'ai aussi beaucoup aimé, je me suis forcé aussi à comprendre et à faire cette connexion. Au bout de 5 ans, l'horizon était bouché, pour différentes raisons, peu importe. Donc pragmatiquement, j'ai répondu à l'appel de quelqu'un qui m'a dit « Tiens, est-ce que ça te dirait de venir bosser avec moi ?» Je lui ai dit « Pourquoi pas, mais pour faire quoi ?» Il m'a dit « On s'en fout. Ce qui est important, j'ai besoin de quelqu'un qui est un peu qui puisse manager des plans d'amélioration de qualité, etc. » J'ai accepté. C'était une prise de risque. Pendant 3 mois, j'ai pensé que j'avais fait une énorme sottise. Et je me suis familiarisé avec le monde des process industriels, l'automobile, très éloigné de moi, je suis pas un informaticien, je suis pas un mécanicien de formation, très éloigné de mes compétences. Mais voilà, j'ai plongé dans ce monde, dans cet ensemble de connaissances. Ça m'a beaucoup plu. Et je suis devenu patron d'une business unit d'outillage. J'ai fait des outils d'emboutissage, donc plutôt des gros outils d'emboutissage, ceux qui font les côtés de caisse, les capots, etc. Donc une activité de design, un atelier de réalisation et toute la phase de mise au point. Donc très différent, mais c'est la première fois où j'avais vraiment un rôle de patron d'une activité et avec une connotation de business unit, donc avec un PNL à la clé. J'ai beaucoup appris, ça peut être très très simple. J'ai fait quelques expériences à l'international, l'Amérique du Sud, l'Iran, la Chine, et puis aussi pour d'autres clients, un peu pour Renault à l'époque. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai travaillé sur un projet de ligne de ferrage pour la Mégane. C'était en 2000 et le patron de projet de la Mégane de l'époque, c'était Carlos Tavares, qui était directeur du projet. Moi, j'ai pas eu affaire à lui à l'époque, donc tout va bien. Et à l'issue de ce parcours, la direction informatique, avec un nouveau patron à la tête, qui était Daniel Zamparini, cherchait des gens qui avaient un peu une double culture de métier de l'automobile et d'informatique. Et on m'a proposé de rejoindre la direction informatique comme direct report du DSI pour m'occuper de la partie R&D, des systèmes d'information de la R&D. Donc, bis repetitam, la CAO, le calcul scientifique, la gestion de projet, les systèmes de suivi de qualité, etc. Et j'ai un petit peu hésité, je dois dire, parce que les choses se passaient plutôt bien dans cette activité et potentiellement, sans qu'il y ait aucune garantie ou aucun engagement de l'entreprise, mais peut-être aurais-je pu devenir directeur d'un projet automobile. Et là, c'est quand même une perspective pour quelqu'un qui aime l'automobile, qui aime le mode projet, quand même une perspective particulièrement enthousiasmante. Et donc j'ai réfléchi, je crois, une nuit, parce que quand on vous propose un job, faut jamais attendre plus qu'un jour, non ? Sinon, c'est pas sérieux. Faut y aller direct. Voilà. Et puis, j'ai suffisamment dit aux gens qui travaillent dans mes équipes d'arrêter de faire des doubles colonnes en mettant les pour, les contre et en arrivant à des additions quasiment équivalentes en bas de chaque colonne, ce qui fait qu'on est reparti à 0, etc. À un moment donné, il faut avoir une analyse un peu rationnelle et puis sentir ce que l'intuition vous dit et puis une prise de risque. Bon, bref. Donc, j'ai accepté de ce poste dans lequel c'est probablement un de mes plus beaux postes. Je suis resté 7 ans donc en charge de ces systèmes d'information, en charge des équipes R&D à l'époque essentiellement de Vélizy en région parisienne et de Sochaux dans l'Est, mais aussi des antennes en Amérique du Sud et en Chine. J'ai beaucoup aimé, à la fois par le côté excitation intellectuelle du contenu, à la fois cette idée de support d'une fonction métier. Ça, pour moi, au fil de la carrière informatique, ça a toujours été un des inducteurs et un des drivers. C'est l'idée de ayant la connaissance et une relativement raisonnable maîtrise de la technique, c'est être capable d'apporter cela comme un outil, un levier aux gens du métier, qui sont les gens qu'on doit servir in fine. Et j'ai beaucoup aimé cette période, et effectivement, au bout de 6-7 ans, on a pensé, et moi avec, que je pouvais peut-être pas continuer éternellement, même si tout se passait plutôt bien. Et donc, je suis devenu responsable infrastructure pendant 2 ans et demi. Donc là, le saint des saints, avec les équipes avec qui on parle en hexadécimal. J'ai trouvé ça très intéressant, en particulier avec la quantité de relations avec les fournisseurs.
avec ce volet aussi de négociation des contrats, et disons-le tout net, surtout des contrats logiciels, qui est juste un truc infernal pour les DSI, mais j'ai pris un certain plaisir à me coller à ce sujet un peu compliqué, en bonne intelligence avec les achats. Voilà. Et puis au bout de cette période-là, en gros, entre-temps, il se trouvait que s'était dessiné la perspective de pouvoir un jour remplacer le DSI, et que on m'a suggéré de sortir quelque temps de cette entité informatique pour peut-être montrer, confirmer quelques compétences, que sais-je. Et j'ai accepté un job pendant pas très longtemps, qui était le déploiement du système d'excellence, mais plutôt dans la partie office tertiaire, en gros le déploiement du Lean, dont le groupe avait une bonne connaissance dans la partie manufacturing. C'est né là, c'est pour ça, et ça s'est pas super bien passé. Bon, j'ai trouvé que c'était un job au niveau corporate, très très loin du terrain, avec des ayatollahs à piloter qui étaient des dogmatiques, pas très connectés à la réalité. Pour autant, j'ai appris beaucoup de choses de la fabrication et du monde de la distribution, parce que j'ai fait beaucoup de visites terrain, et au bout de 6 mois j'ai dit que c'était pas pour moi, c'était trop corporate et que j'avais besoin de piloter les choses de terrain. Après, s'en est suivi une période, comme chaque fois quand on a annoncé qu'on quitte un job, c'est à la fois perçu comme quelque chose de franc et de courageux, mais pas forcément une situation très confortable, parce qu'il faut trouver un point de chute. Et j'ai à ce moment-là eu un bon contact, quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a proposé de me préparer à prendre la direction d'un site de production. Hyper intéressant. Je reviens sur tout ce que tu viens de partager avec nous. Moi, ce que je comprends, c'est que tu avais une expertise IT, mais aussi métier forte, qui a fait qu'on est venu te chercher, le DSI de l'époque est venu te chercher sur la fonction R&D notamment, qui est une fonction, alors toi, tu as aussi été DSI, mais la R&D chez un industriel, j'imagine que c'est assez stratégique, en fait, ce poste-là au sein de la DSI. Et toi, donc, tu as occupé cette fonction pendant un certain nombre d'années, jusqu'au moment où tu as voulu voir autre chose au sein de la DSI. Donc, tu as basculé à l'infrastructure. Et à ce moment-là, tu t'es peut-être un petit peu éloigné du métier, mais tu t'es concentré sur notamment la négociation avec les fournisseurs, je sais pas, IBM, Oracle, Microsoft, etc. Oui, tous les fournisseurs. Tous les fournisseurs. Ouais. Et là, ça, c'est une compétence hyper importante pour un DSI aussi, avoir cette capacité à signer des deals, revoir des deals et nouer des partenariats avec ces gros vendors-là. Et à un moment donné, tu avais fait le tour et tu as pris une décision courageuse, c'est-à-dire avant d'avoir ton prochain poste, tu t'es dit, voilà, moi, potentiellement, l'avenir pour moi, il n'est pas forcément clair. J'aimerais bien être DSI, mais bon, il y a le DSI qui est encore en poste. J'ai fait le tour de ce que je devais faire. Et donc, tu t'es mis à la quête d'un nouveau poste avant d'avoir déjà rebondi. C'est ça, en résumé? Oui. Alors après, la réalité, c'est quelque chose qui s'est fait d'une façon un peu plus interagissante avec mon propre hiérarchique, avec les gestionnaires de personnel, en l'occurrence de la gestion des cadres sup, ou on dirait aujourd'hui des VP. Donc je peux pas me tirer à moi toute la couverture de la vraie décision de ça, mais en tout cas oui, j'ai accepté le challenge de sortir de l'informatique, et ça n'est pas dans ce que je connais de l'automobile, en tout cas disons de l'automobile française, quelque chose qui est aussi fréquent. Beaucoup de gens sont rentrés par l'informatique pour passer dans des jobs, des fonctions métiers. C'était beaucoup le cas à une époque. Le passage par l'informatique était un mode de recrutement et d'intégration dans l'entreprise. Ça s'est beaucoup fait comme ça. Donc beaucoup de dirigeants, il y a de cela encore une quinzaine d'années, étaient passés par l'informatique, et je trouve que c'était une très bonne idée que j'ai jamais réussi à repromouvoir, parce qu'entre-temps,
et je dis ça sans aucune frustration ou déception, mais l'informatique, qui était un truc un peu perçu par les anciennes générations comme un truc un peu magique, voire comme un mal nécessaire, est devenue une commodity, souvent. Ouais. Donc il faut aussi que les DSI ou les dirigeants dans les équipes informatiques soient un peu armés contre ça, quoi. Faut pas qu'ils fassent preuve de trop de sensibilité. On voit ça dans la presse, on en a parlé d'ailleurs avec toi, Ismaël, il y a quelques années, je me rappelle, cette espèce de crise existentialiste, le DSI est-il aimé? Oui, bon, faut arrêter de se poser la question, et puis piocher dans la butte et faire les pelletés de ciment, exécuter son job, et puis à force, on finit par reconnaître le rôle de DSI, parce que si les DSI sont pas toujours reconnus, il y a une part un peu d'ingratitude et d'injustice. Mais encore une fois, il vaut mieux être informaticien que comptable dans une entreprise, hein. Parce que time to time, de temps en temps, on reconnaît la contribution des informaticiens. C'est plus dur pour les comptables. Voilà. Donc il y a une petite part d'ingratitude, mais il y a aussi un côté. Alors moi, j'ai dû. Je pense que j'ai passé beaucoup d'énergie aussi à traduire notre dialecte, nos trucs codés avec des sigles à n'en plus finir, incompréhensibles pour les gens qui sont dehors de notre monde, aux dirigeants qui ont besoin de comprendre de quoi on parle et qui, à force, finissent par avoir une certaine suspicion de capacité à faire des nuages de fumée de la part des informaticiens. Il faut avoir l'honnêteté et la lucidité de le reconnaître. Il y a des gens qui racontent des concepts à l'appel. Ce qui est attendu, c'est évidemment d'expliquer, de permettre des décisions ou de faire supporter des prises de décision et d'exécuter. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Le point clé, et ayant travaillé chez PSA puis Stellantis et en particulier depuis 10 ans sous le management et le pilotage de Carlos Tavares, j'ai bien compris de quoi ça parle, hein, l'exécution. Hyper intéressant. Merci beaucoup, c'est clair pour moi. Ça nous envoie dans ton expérience de patron d'usine. Tu peux peut-être nous parler du contexte. Je pense que c'est un contexte à l'époque très dur chez PSA. Alors, si tu veux, Ismaël, bien sûr. Je profite pour partager quelque chose. Ouais. Parce que tu m'as déjà posé la question, et d'autres, comment en étant informaticien et, bon, je dois admettre, plutôt apprécié dans le rôle, comment on peut devenir patron d'usine. Alors, il y a quelque chose que je peux partager maintenant, puisqu'il y a prescription. J'ai commencé à travailler à Paris, et au bout de très peu de temps, 12 mois, je me suis retrouvé à Sochaux, dans l'usine, à l'époque emblématique du groupe, le site depuis 1902, je crois, de production des Peugeot pour cette marque. Et alors que je venais d'arriver, j'avais une petite chanson dans la tête qui me disait que une de mes ambitions pourrait être de patron d'un site comme ça. Et évidemment, instantanément, je me disais, non, mais enfin, sois sérieux, enfin, bon, sois raisonnable, t'es informaticien, bon, puis en plus, quand même, tu n'es pas Gadzar, hein, arts et métiers. Bon, blague mise à part, j'y pensais, voilà. Et pas en me rasant d'ailleurs, hein. Ça m'arrivait d'y penser. Et puis je voyais des gens, puis je me livrais à cet exercice d'introspection, de me dire qu'est-ce que je saurais faire différemment, avec une humilité quand même peut-être un peu mieux. Par exemple, la communication. Je pense que je savais faire ça un peu mieux que certains des dirigeants que j'ai vus. Et puis le métier, j'ai pas mal discuté avec beaucoup de gens, j'ai fait des visites de terrain, j'ai accompagné des gens, y compris dans le cadre de mes projets de CAO. Et puis j'avais cette affaire en tête, mais je n'en parlais pas. Et puis, alors que j'étais patron de l'infrastructure, un jour, dans le cadre d'un entretien, comme il y en a de temps en temps, on m'a dit, Jean-Luc, que voudrais-tu faire plus tard? Et j'ai dit, je comprends pas pourquoi tu me poses la question, puisque l'entreprise sait que j'aspirerais un jour à être DSI. On m'a dit, oui, ça c'est connu, mais peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. On ne sait jamais, etc. S'il y avait autre chose. Et donc là, j'étais un peu en situation de devoir, ou de pouvoir, avouer cela, et j'ai dit, bon, ça peut paraître peut-être un peu gonflé, mais ça, c'est un job que j'aimerais. J'aimerais pas être patron d'un des ateliers, la tôlerie, la peinture ou le montage, ça, non. Ça m'intéresse pas. Mais patron d'un site, oui, pour la variété des jeux, et tout, on dit, ça tombe bien, on y
C'est quelque chose auquel on a pu penser aussi. Par contre, il y a beaucoup de candidats chez un constructeur automobile pour tenir ce job. C'est un job qui est très en vue, c'est un job qui est très complet. Il y a une part tournée vers l'interne, une part tournée vers l'externe. Donc, bon, je savais que mes chances étaient quand même très limitées parce que je suis pas né fabricant. Et puis le hasard des événements fait que, comme je l'ai décrit tout à l'heure, à un moment j'ai refait le tour des dirigeants d'entreprise pour savoir si quelqu'un voulait me proposer un job. On m'a dit, bon, on va te préparer, on va prendre le temps, 9 mois, 1 an. Je dis ok, mais pas plus. Hein, après, je veux pas. Et il se trouve qu'au bout de 2 mois, on m'a dit, bah ok, c'est maintenant. Et le contexte, c'était le site de Rennes, dont le patron avait été appelé auprès du directeur industriel pour être directeur des opérations de fabrication, un job de coordination, de pilotage, synchronisation des différentes usines. Quelqu'un d'expérimenté. C'était à la mi-2011. J'ai passé 15 jours avec lui pour voir son fonctionnement dans l'usine de Rennes. C'est 15 jours dont je me rappelle quasiment heure par heure parce que c'était absolument passionnant. Et pour moi, ça avait un côté de grande confiance de la part de l'entreprise et puis découvrir un monde totalement différent que je n'ignorais pas complètement puisque j'avais fait des moyens de fabrication. Hein. J'étais pas, je savais ce qu'était de marcher dans un atelier et de me frotter aux équipements industriels. Et c'était un contexte de lancement de la 508 qui avait été un beau challenge pour l'usine parce que l'usine avait fait beaucoup de paris économique, d'efficience pour pouvoir avoir ce projet. Le site de Rennes, historiquement, a été un site qui a toujours connu des hauts et des bas en volume de fabrication, donc sortait d'un plan de restructuration. Et donc moi, je suis arrivé à la mi-2011 et la voiture était en plein lancement. Et mi-2011, il y a eu la crise de l'euro et le contexte de PSA n'était pas très favorable à l'époque. Bref, à partir du moment où j'ai pris les commandes début septembre, tous les mois, mon plan de production, ma prévision de production baissait. Pour donner un ordre de grandeur, le site, qui était un site historique qui pouvait faire 350 000 voitures par an, avait été redimensionné, downsizé à 200 000, et était parti pour faire plus de 200 000, largement plus de 200 000 en 2011, et finalement on en a fait 180 000, mais avec un fort contraste entre premier et deuxième semestre, et on s'acheminait vers une descente significative des volumes. Donc à ce moment-là, alors que je venais d'arriver, bon, j'ai compris que j'allais avoir à gérer un plan de restructuration, et sur un effectif, pour faire simple, de à peu près 5000 personnes, on a dû supprimer 1400 emplois. Et encore dans les 5000, il y a des gens qui étaient en partance dans le cadre d'un plan précédent. Donc c'est quelque chose qui était absolument inédit pour moi. Je suis pas un fabricant, je suis pas un homme de RH. Et paradoxalement, je suis resté 3 ans, 3 mois dans ce job. On a réussi à faire cette baisse d'effectifs dans le cadre d'un plan de départ. On n'a pas été obligé de passer à quelque chose qui aurait été absolument dramatique pour le site, à savoir un plan de départ forcé, qui aurait été catastrophique pour la cohésion du corps social. Et assez paradoxalement, j'ai beaucoup aimé ces 3 années qui ont été extrêmement exigeantes en termes de force intérieure, pour faire simple. Parce que quand vous êtes dans un contexte, en plus c'était un contexte compliqué pour PSA, donc l'avenir du site était absolument pas clair. C'est-à-dire qu'on faisait un plan et tout le monde ignorait, y compris moi, s'il s'agissait d'un plan qui allait précéder un autre plan pour réduire progressivement l'usine, ou si c'était une nouvelle opération de downsizing pour pouvoir rebondir. Dieu soit loué, la réalité c'est que ça a été un rebond puisque le site s'est vu attribuer à l'arrivée de Carlos Tavares aux commandes de PSA la fabrication du 5008 et que j'ai dans la phase restante de mon poste préparé le lancement de cette voiture qui a en fait sauvé le site, qui produit aujourd'hui la C5 Aircross, qui est un produit intéressant comme le sont les 3008 et 5008, je le dis au passage. Voilà, donc c'était assez inédit. J'ai aussi fait bien sûr de la fabrication parce que le leitmotiv c'était de dire ne donnons aucun prétexte à l'entreprise de penser que ce site ne sait pas tenir son engagement et sa mission. Donc on fait déjà pas autant de voitures qu'on pourrait en faire. Quand on les fait, faisons-les en temps, en heure et en qualité. Je comprends. Je reviens sur cette, à la fois la nomination et puis ton expérience à la tête de l'usine de Rennes. Le premier point, c'est déjà, ce que je note, c'est que tu avais un certain nombre de barrières limitantes dans ta tête, mentales, je veux dire, des barrières mentales. À te dire, moi je suis informaticien, patron d'usine, c'est un poste très prisé au sein de PSA. Bon, moi j'y pense tout seul dans mon coin, mais
c'est limite inatteignable. Donc un certain nombre d'années où tu t'es dit bon, j'aimerais bien le faire, mais en fait c'est pas trop pour moi parce que je suis informaticien. Donc déjà ce mindset, cet état d'esprit, tu as réussi à le modifier, à te dire en fait ouais, pourquoi pas moi. À partir du moment où on t'a posé la question, tu as dit moi mon aspiration c'est de devenir patron d'usine, et quelques mois plus tard tu l'es devenu. Je vais vite, etc. Volontairement, mais cet état d'esprit en tout cas, pour moi il est hyper intéressant. Et après, tu rejoins un site où il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a un plan social. Tu disais que voilà, c'était quand même extrêmement intense personnellement. Comment on vit ça en tant que patron d'usine? Le fait de se dire, tiens, il y a 1400 personnes qui vont perdre leur emploi, etc. Comment toi, tu l'as vécu émotionnellement? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que, tu vois, sur la communication, il y avait des choses que tu as fait dont tu es plutôt content, des choses que tu ferais différemment? Ce plan social-là, comment ça se passe dans tes chaussures à ce moment-là, franchement? Je vais évidemment répondre à la question, mais en t'écoutant, je pense à une remarque qui m'a été faite pas si souvent que ça, mais en particulier une fois dont je me rappelle très bien, quelqu'un qui avait exactement mon âge et mon ancienneté dans l'entreprise, c'est déjà un peu ancien, m'a dit un jour, on a commencé en même temps dans l'entreprise et toi, tu as quand même eu vachement plus de chance que moi. Et propos anodin, ça se voulait pas particulièrement blessant, mais j'ai été un peu piqué au vif. Et je me suis dit, mais pourquoi me dit-il cela? Et ça m'a amené à réfléchir sur cette sempiternelle histoire de comment on gère sa carrière, la chance là-dedans, etc. Et je ne sais pas si tu connais une phrase de Jean-Louis Etienne, le fameux explorateur, qui dit fais un pas, la vie fera le reste. Et je trouve que ça résume assez bien le sujet de la chance. Et j'y ai beaucoup repensé dans le cadre de mon départ en retraite. La malchance est un truc qui existe. La malchance est quelque chose dont certains sont victimes. Je ne vais pas faire de théorie là. Je constate à la fois professionnellement ou dans ma vie, j'ai connu des gens. C'est des gens qui n'ont pas de chance. C'est indiscutable. C'est pas de leur fait. Ça leur tombe dessus. Peu importe. La chance est d'une nature, à mon avis, un peu différente. Parce qu'il y a des gens qui trouvent que les autres ont de la chance, mais ils sont jamais sortis de leur zone de confort. Et je trouve que j'aime beaucoup cette phrase que je citais à l'instant, Jean-Louis Etienne, parce que pour moi, elle traduit ce qu'on trouve. Il y a un tas d'aphorismes sur le sujet, de citations sur le sujet, de saisir les opportunités, de faire des difficultés, des opportunités, etc. Je crois qu'il y a quand même un peu de ça à un moment, c'est-à-dire que je suis convaincu qu'il faut se frotter à des choses un peu inhabituelles, et puis ça marche ou ça marche pas. C'est le sujet du succès et de l'échec, mais je pense que si on se frotte à des situations un peu inédites, alors faut être raisonnable au début, c'est tout la subtilité de la chose. Il s'agit pas de s'attaquer à des choses impossibles à un instant donné par rapport à ses propres compétences ou ses propres savoirs, mais il y a un phénomène de confiance en soi qui se crée. Et voilà, après, il y a un phénomène de chance parce que, au fil de ces opportunités, elles arrivent, on sait les saisir. Quelle est la part de chance? Je ne sais pas bien. En tout cas, pour revenir au sujet, sur cette situation qui faisait pas partie de ma feuille de route au départ, je l'ai pris comme un espèce de défi personnel, en réalité. Et sous-tendu par l'idée, je connaissais un certain nombre de sites de production. Je connaissais le site de Sochaux avec sa culture, ses habitudes, l'état d'esprit de ses salariés. J'ai fait d'ailleurs des bonnes blagues en les comparant à ceux de l'Ouest de Rennes que je connaissais aussi beaucoup, les Espagnols. J'ai passé beaucoup de temps sur les sites à bavarder avec des gens. Je pense que c'est indispensable de sentir les gens, et moi j'ai besoin de ce contact sur le terrain. Et j'avais, vis-à-vis du site de Rennes, beaucoup de respect pour les salariés et les employés de ce site. Et je le dis pas pour faire bien, je le dis parce que je le pense. Parce que structurellement, c'est des sites avec des gens qui ont un niveau de conscience professionnelle très élevé. C'est des gens qui sont rentrés dans l'entreprise considérant qu'ils presque comme une forme de vocation. Bon, évidemment aussi pour gagner leur vie, racontons pas d'histoire. Mais en particulier, le site de Rennes avait une particularité, c'était un site qui était très féminisé.
de l'ordre de 20% de la population ouvrière était tenue, des jobs étaient tenus par des femmes, pour une raison historique qui est que lorsque le site d'assemblage a été créé au début des années 60, les épouses des paysans de la région sont venues en ligne tenir un job à l'usine. Alors que de l'autre côté, à Sochaux, que je connais bien aussi, c'est un modèle un peu différent, c'est les hommes qui sont venus tenir les jobs et qui sont restés double actifs. Et les femmes tenaient plutôt la petite exploitation pendant que les maris étaient en doublage. Voilà. Et j'avais beaucoup de respect pour ces gens, et j'étais pas à l'origine de la décision sur les modalités de construction de ce plan. Je peux pas dire que ça ait donné lieu à une table ronde dans laquelle j'ai pu discuter, etc. Mais lorsque les paramètres ont été connus, j'ai fait en sorte, avec une équipe rapprochée qui était le RH, la responsable de communication, l'homme des services techniques et évidemment le reste de l'équipe de direction, qu'on ait une exécution la plus sereine possible. Et l'exécution, on l'a fait avec beaucoup de proximité. Alors évidemment dans l'équipe de direction, parce que le point clé, c'est que pour faire face à ce genre de situation quand même assez extrêmement sensible, il faut avoir une bonne cohésion au niveau de l'équipe de direction. Donc il faut que les gens soient partants, qu'on sente la confiance, et moi c'était le cas. Je pense que s'il y a la moindre divergence au sein de l'équipe, ça peut pas marcher. En tout cas, on peut pas aller droit et être en permanence les yeux sur les rétroviseurs pour savoir ce qui se passe, et si vous avez des gens qui sont en train de partir dans la mauvaise direction dans votre garde rapprochée. J'ai donc beaucoup de connivence avec cette équipe. Et puis je redis, moi je me suis pris vraiment au jeu parce que il y avait un volet de contact et de communication. Moi, j'ai jamais fui le contact. J'ai eu, je crois que sur la période où j'étais 3 ans, 3 mois, je n'ai jamais raté un CE, un comité d'établissement. Alors j'étais président du comité d'établissement, donc je participais, je faisais l'introduction et je répondais à quelques questions. J'ai fait des tas de comités d'établissement extraordinaires durant cette période, mais je n'ai jamais cherché à esquiver les questions. Quand je ne savais pas répondre, je disais que je ne savais pas répondre, et quand je voulais pas répondre, je disais que je voulais pas répondre. Mais sinon, j'ai cherché à expliquer, à proposer ce qu'on pouvait faire, etc. Et un des thèmes a été de dire bon, ce truc nous tombe dessus. Il faut pas qu'on donne de prétexte à des membres de la direction générale qui pourraient penser que ce site est mort ou en phase de mourir, et que on donne de bons arguments. Donc j'entends par là, pour être très clair, casser du matériel, pas faire la production, etc. Et puis l'autre point, c'est qu'on réussisse à faire cette baisse du nombre d'emplois et d'effectifs par des départs volontaires pour pas passer au stade obligé. Et donc ça peut paraître curieux, mais c'est devenu un espèce de projet interne, faute d'y voir clair sur la suite. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le contact avec les organisations syndicales, surtout celles du site. Les organisations syndicales départementales, c'est une autre histoire, parce que les gens sont plus loin de l'usine et leurs objectifs sont peut-être un peu différents, beaucoup avec les pouvoirs publics, avec les politiques locaux, quelques politiques nationaux. Et ça, c'était quelque chose que en étant ingénieur dans une boîte industrielle, j'avais peu cette expérience-là, mais j'ai toujours eu un certain intérêt pour la chose sociale, la chose syndicale, et un certain intérêt pour la politique, donc c'était intéressant de vivre ça sur le terrain. Donc je l'ai plutôt converti comme une espèce de défi personnel, et puis vu la nature du projet, à la limite, qu'est-ce qui pouvait se passer ? À la limite, si ça se passait pas bien, on me remplaçait, et puis voilà. Donc je veux pas dire que je me suis inquiété outre mesure. Mais j'ai vraiment vécu ça comme un très très gros challenge, et que voilà, je faisais du meilleur que je pouvais. C'est intéressant de mon point de vue, je vais résumer ce que je comprends. C'est déjà ce côté performance, comme un sportif. L'idée de se dire, là j'ai un gros défi, je le fuis pas, et je vais essayer d'atteindre les objectifs qu'on m'a fixés. Donc ça, c'est quelque chose que je note. Dans le récit que tu viens de nous livrer, il y a beaucoup le terme exécution qui revient. J'ai le sentiment que tu n'es pas quelqu'un qui fait confiance à des décisions qu'il ne maîtrise pas. Dans le sens où tu t'es pas inventé un rôle, etc. Tu nous as dit, les décisions, elles étaient prises à un autre niveau qu'au mien. Elles sont prises, très bien. Maintenant, je fais avec. Mais j'ai pas le sentiment que tu as ce challenge-là de décision. Tu vois, le groupe prend une décision, prend une orientation.
tu as la conviction que c'est pour le bien commun, et donc derrière tu fonces. Alors, j'ai vécu pendant 30 ans dans les environs de Belfort. Ouais. L'usine de Sochaux est pas très très loin de cette ville, et Belfort a un homme illustre qui est Chevènement. Bien sûr. Et Chevènement a un principe, voilà, c'est je me soumets ou je me démets. Et c'est quelque chose qui a toujours été assez présent, c'est-à-dire que quand on travaille pour une entreprise, on peut pas être à tout instant aligné à 100%, parce que il y a des décisions dont on espère toujours qu'elles sont d'intérêt général, qui contrarient votre intérêt d'entité ou votre intérêt personnel. Mais à un moment donné, il faut être clair avec soi. C'est-à-dire, soit on fait la part des choses et on dit globalement, je comprends cette décision, et en tant qu'employé, et surtout employé quand on est cadre sup ou dirigeant dans cette entreprise, c'est une entreprise qu'on sert, on travaille pas pour soi, on travaille évidemment pour satisfaire quand même ses besoins de rémunération, évidemment, mais on travaille quand même pour un projet, pour un dessein qui est d'une autre nature, qui est celui de contribuer à la réussite d'une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Moi, j'ai connu ça dans l'automobile, mais c'est vrai, si vous êtes fonctionnaire dans la fonction publique, vous servez un dessein qui est de servir l'État et qui doit remplir sa fonction. Donc, j'ai pas de doute là-dessus. Mais à un moment donné, si vraiment ça coince, il faut aller à la décision, hein, et changer de crèmerie. Ouais, bien sûr. Donc moi je pense ça a été très très présent. Moi j'ai pas toujours été béni oui heureux à 100% de toutes les décisions qui étaient prises dans mon écosystème, mais je crois fondamentalement pour l'efficience générale, pour la réussite, qu'il y a le temps de la discussion, il y a le temps du positionnement, et une fois qu'on a décidé, on exécute. Parce que sinon c'est le bazar et la remise en cause permanente. Non mais ça témoigne d'une grande loyauté que tu t'imposes et que tu imposes aussi à ton équipe. C'est ce que tu as dit, ta carte rapprochée, le fait de ne pas regarder dans le rétroviseur, etc., le fait d'avoir une équipe soudée, avec beaucoup de complicité, ça aide pour mener des grandes transformations. Peu importe la transformation de laquelle on parle, la communication, ne pas la fuir. Ouais. Ne pas fuir une conversation, une discussion, rassurer quand on peut rassurer, ne pas rassurer quand on ne peut pas rassurer. Et après, le dernier élément, et je finirai là-dessus, c'est aussi cette partie vision. C'est le fait de dire, certes, il y a 1400 personnes qui vont devoir partir. Idéalement, c'est des personnes qui seront volontaires pour partir, mais elles partent parce qu'on veut se positionner, on veut positionner le site comme étant un asset pour l'entreprise et pour conserver d'autres emplois derrière et pour s'inscrire dans le temps. Donc toujours communiquer aussi sur cette vision et ce sens de pourquoi on fait les choses. C'est ce que je note moi. Ouais, et il y a aussi quelque chose dont je suis convaincu, qui est la chose suivante. Pour exercer un rôle de management, et je ne sais pas si c'est même pas plus large que ça, il y a une règle de base. Je vais enfoncer magistralement une porte ouverte. Let's go. Mais je le dis parce que c'est souvent dit, facile à dire, mais pas si pratiqué que cela, qui est que pour que les choses fonctionnent, à un moment donné, il faut se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est valide dans la communication, c'est valide dans son exercice managérial. Parce qu'il est absolument indispensable de comprendre quelles sont les aspirations de ceux qu'on a en face de soi, comment ils vont recevoir le message, qu'est-ce qu'ils en ont compris. Et en prévision de notre petit échange, je repensais à une chose, c'est que les ingénieurs, en général, sont formés avec un hyperdéveloppement du lobe cérébral gauche. Rationnel, analytique, factuel, c'est indispensable dans l'exercice de la fonction. Indispensable. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas tenir un job d'ingénieur, voire de dirigeant. Le point, c'est qu'on est doté de 2 hémisphères cérébraux. Il y a aussi le droit. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, j'ai dit au symposium du CRIP que une de mes conclusions après toutes ces années de carrière, et je crois que je me le suis un peu appliqué, c'est de temps en temps de laisser la place au cerveau droit, à la fois pour la créativité, conserver un esprit de synthèse, et puis cette intelligence interrelationnelle. Parce que par éducation, l'ingénieur est formé avec une espèce d'hypertrophie d'une intelligence rationnelle. Or, et je le dis
c'est, me semble-t-il, un de mes enseignements de ces années de professionnelles, c'est que ce qui fait à un moment aussi la différence, c'est l'intelligence interpersonnelle, hein, voire intra-personnelle, c'est-à-dire de se connaître, anticiper ses forces et faiblesses, etc. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé, ou j'ai essayé d'expliquer ça dans des échanges, des entretiens professionnels, etc., c'est d'avoir un peu toujours un espèce de process on appelait ça un watchdog, un chien de garde, qui est là, en plus de ce que vous êtes en train de faire, pour observer ce que vous faites, la façon dont vous le faites, et puis d'avoir aussi une bonne sensibilité à des bons capteurs. Parce qu'en pratique, tous nos systèmes, si je simplifie à outrance, c'est un processeur, des capteurs et des actionneurs. Hein. En gros, on ramène beaucoup de choses à ça. Et en tant qu'ingénieur, on a plutôt un processeur qui est assez bien développé et bien rodé avec une bonne fréquence de calcul. Sur les actionneurs, c'est l'exécution, donc tout le monde a bien compris qu'il faut agir, etc. Sur le sujet des capteurs, tout le monde n'est pas égal devant l'éternel, hein. Il y a des gens qui sont un peu handicapés sur le sujet des capteurs. C'est-à-dire qu'ils captent pas la réaction des autres, ils anticipent pas les réactions, ils n'ont pas investi dans la connaissance de l'écosystème humain qu'ils doivent piloter, et beaucoup de malentendus, à mon avis, viennent de là. Et je pense que dans une situation, pour revenir à la question, sur cette expérience de management d'un site de production dans un contexte de crise avec un plan de restructuration, ce sujet de capter le terrain, des fois vous pouvez pas faire grand-chose, mais bon, je prends quelques minutes pour donner un exemple. J'ai annoncé le 12 juillet 2012, et je m'en rappelle comme si c'était hier, localement, ce plan de restructuration, qui est en fait une confirmation locale. Dans ces cas-là, vous portez sur vos épaules, de 7h le matin jusqu'à 21h, 22h le soir, toute la communication. Le moindre écart verbal peut être source de malentendus et Twitter, etc. Ça peut aller vite. Oui, alors à l'époque, c'était en 2012, j'ai encore été un peu épargné par ça. Mais j'ai eu une expérience assez intéressante d'être interviewé par des journalistes, en particulier les journalistes TV. C'est là où j'ai appris qu'un perchman pouvait vous coller le micro dans la figure s'il était pressé pour que la vidéo soit dans la boîte pour le journal de 13h, par exemple, et que vous êtes pris un peu au dépourvu, que ça se déroule pas comme vous aviez prévu. Et ça demande vraiment une hyper concentration, et c'est le moment de vérité, parce que si vous jouez un rôle, ça marche pas. Vous allez être trahi parce que vous êtes vraiment. Et donc j'ai annoncé ça le 12 juillet, je veux pas prendre trop de temps pour expliquer, il y a eu 8 mois derrière qui étaient compliqués parce qu'il y avait un audit qui avait été commandité par le comité d'établissement aux différentes instances, et les gens étaient dans l'attente, ce qui est le pire. Et le 7 novembre 2012, j'ai réuni tous les agents de maîtrise, 3 fois dans la journée, pour l'équipe du matin, celle de l'après-midi et celle de nuit, pour confirmer la relation et le contact qu'on avait avec eux. Parce que ce qui nous semblait remonter du terrain, c'est que les agents de maîtrise, les chefs d'équipe, étaient en train de lâcher la direction du site. Parce qu'ils étaient en train de douter, et ils étaient en train de prendre fait et cause pour la protestation, etc. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qu'est-ce que j'avais à leur dire? Pas grand-chose, parce que je savais pas grand-chose de plus. Si ce n'est leur dire, on va faire corps, on est une équipe de direction, on a une responsabilité managériale, on va le faire ensemble. Il est important qu'on capte tout ce que vous voulez bien nous dire, qu'on rétablisse le contact auprès du terrain, etc. Et je me souviens de la discussion avant de faire cette conversation, ces séances d'information, parce que le RH me disait, tu prends un risque parce que t'as rien à dire. J'ai dit oui, mais si on ne fait rien, l'issue est certaine. C'est-à-dire qu'ils vont s'éloigner, ce niveau, le middle management va s'éloigner de nous, on va perdre les leviers. Donc c'était un acte aussi d'humilité, hein, pour dire, voilà, j'ai rien de nouveau, on est toujours dans cette phase d'attente, voilà pourquoi on est dans l'attente, repasser les événements et redire ce qu'on allait essayer de faire, etc. Et pourquoi je prends le temps de rentrer dans ce détail, parce que si j'ai décidé de le faire, c'est que je sentais quelque chose. Et donc c'est une question de captation. Et c'est aussi une question, je reviens à mon histoire de cerveau droit, c'est une question aussi d'intuition. Et je conclus aussi de ces années d'exercice professionnel qu'il faut être prudent avec l'intuition au départ de sa carrière, parce qu'on n'a pas toutes les clés de décryptage, il manque tout un tas de connaissances, mais je trouve qu'au fil du temps, c'était, en tout cas pour moi, quelque chose d'important, et je me suis jamais reproché d'avoir écouté cette intuition.
peut-être pas de l'avoir suivi toujours à 100%, mais souvent. Très intéressant sur cette partie émotionnelle, en fait. Et dire, voilà, faut savoir aussi écouter et jouer des émotions pour pouvoir prendre des bonnes décisions. C'est vrai qu'on sépare souvent émotion de décision. Oui, parce que Ismaël, souvent il y a une incompréhension ou une mauvaise interprétation, parce que on a affaire à des humains, donc on aime ou on n'aime pas, mais l'émotion elle est là. Si on ne la veut pas, si on l'exclut, alors c'est une posture qu'il faut vraiment assumer de bout en bout. Mais prendre en compte l'émotion, ça ne veut pas dire qu'on est de la guimauve et qu'on s'émeut au moindre commentaire, etc. On parle pas de ça. Ça veut dire que c'est des signaux qu'on capte et qu'on utilise dans la façon dont on réfléchit. Et c'est aussi c'est partie intégrante du respect. Et juste pour illustrer le propos, enfin encore une fois, j'insiste bien là-dessus, le fait de prendre en compte l'émotion, ça veut pas dire qu'on est un manager mou du socle et qui n'est pas capable de prendre des décisions difficiles, tranchées et qui vont avoir des conséquences lourdes sur les gens. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut intégrer dans le champ et l'éventail des paramètres aussi ces paramètres-là, en plus des paramètres factuels, rationnels. C'est une cuisine de cet ensemble-là. Et encore quelque chose qui me vient à l'esprit, souvent, dans les équipes, les gens disent « le manager ne s'adresse à moi que pour me reprocher quelque chose ». Et moi, depuis les premiers jours où j'ai travaillé dans cette entreprise, il y a un truc qui m'a choqué, c'est les managers qui ne disaient rien. C'est-à-dire qu'ils pouvaient participer à une réunion, ils donnent pas d'avis sur le contenu, ils font pas de feedback, mais peut-être que de temps en temps, ils font un léger feedback négatif. Pour moi, il est important que le manager s'exprime vis-à-vis des équipes dont il a la responsabilité et la charge, avec une bande passante, avec suffisamment d'amplitude. Mais une amplitude qui est calée sur le zéro. C'est-à-dire de l'amplitude dans les feedbacks négatifs et de l'amplitude dans les feedbacks positifs. Et si on est équilibré sur les feedbacks, on peut se permettre des feedbacks assez négatifs. Parce que c'est aussi une forme de respect. Parce que tous les gens qui ont exercé des fonctions managériales savent bien qu'ils héritent de temps en temps d'employés qui sont dans des situations d'incompréhension parce qu'on leur a jamais dit, ça arrive, hein. Moi, j'ai vu ça bien des fois, on leur a jamais dit la vérité sur ce qu'ils contribuaient. Ils s'illusionnaient, sciemment ou pas. Et un des rôles du manager, encore une fois, par respect pour les salariés, en tout cas c'est ma compréhension des choses, c'est qu'avec le doigté, l'adaptation du discours qui convient à la personne qu'on a en face de soi, évidemment, enfin il faut être clair sur les messages. Il y a ce qui est fait, il y a ce qui n'est pas fait, il y a les attentes qui ne sont pas satisfaites, et le fait de dire « ouais, globalement c'est bien », enfin c'est irrespectueux par rapport à la personne, et ça ne l'aide pas elle, ça ne vous aide pas vous, parce que vous créez un problème ou pour vos successeurs, et ça ne crée pas l'entreprise. Clairement. Et je crois, si Stellantis connaît, et PSA juste avant, cette situation, ce succès qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est parce que son dirigeant au plus haut niveau aujourd'hui a remis très clairement sur le devant de la scène ses principes de base. Il faut dire les choses, certes, encore une fois, avec les modalités qui conviennent, avec ces modalités qui correspondent à ce qu'on est soi-même, mais on n'a pas le droit de ne pas faire un retour aux gens sur la réalité de ce qu'ils sont, sinon ça crée sur la durée des incompréhensions qui sont préjudiciables à la fois aux carrières des gens, à leur développement, à leur bien-être, à leur satisfaction, mais aussi à celui de l'entreprise, parce qu'on ne tire pas le meilleur des gens. D'ailleurs, une petite blague, j'ai un collègue, il y a une bonne vingtaine d'années, qui disait il faut toujours mettre la barre assez élevée pour pouvoir passer dessous la tête haute. Et je trouve que la formule est bonne. Ouais. Et donc voilà, il s'appelait Robert. Très bien, on le salue. Mais très bien, merci beaucoup, c'est clair. Là, on va parler de ton expérience en tant que DSI, et je vais parler de périodes clés où je vais prononcer des mots clés. Et ça serait intéressant que tu nous dises, avec le recul, qu'est-ce que tu as pensé de cette décision de la part de PSA? Parce que je connais bien ton parcours en tant que DSI chez PSA. Peut-être pour resituer, c'est fin 2014 que tu prends les rênes de la DSI de PSA. À l'époque, il y a
combien de personnes? Il y a 2000 personnes. 2200 personnes à l'informatique de PSA. Il y a 2200 personnes à l'informatique de PSA. On te donne le poste parce que justement, tu as une expérience informatique. Tu as accepté cette prise de risque et tu t'en es bien sorti sur le site de Rennes. Donc là, tu as de nouveau un poste groupe et tu récupères une DSI de 2200 personnes, donc une grande DSI. On pourrait parler juste de ton expérience de DSI de PSA pendant des heures, mais je vais poser des questions sur des thématiques, on va dire, clés. La première thématique et le premier mot que je vais prononcer, c'est Capgemini. Il y a une décision qui est prise, je ne sais pas si c'est juste avant ton arrivée ou juste après ton arrivée, mais en tout cas assez concomitante à ton arrivée de DSI, qui est de se dire il y a une partie de la DSI de PSA qui va basculer chez Capgemini. Est-ce qu'avec le recul, tu peux nous dire ce que tu penses de cette décision? Est-ce qu'elle a obtenu, est-ce qu'elle a atteint les objectifs que vous aviez à l'époque? Est-ce que tu referais tout pareil? Ah oui, et je revendique cette décision à 100%, parce que quand tu peux nous l'expliquer peut-être? C'est vrai que moi j'ai donné le... Très simplement, de la manière suivante. Lorsque j'ai repris la direction informatique du groupe, derrière Daniel Zamparini, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé de nombreuses années, nous étions dans une phase de redressement de PSA, puisque je rappelle que fin 2013, PSA était au bord du pot de bilan. Les choses allaient très mal, et c'est à ce moment-là que Carlos Tavares a rejoint le groupe, et Carlos Tavares a lancé dès son arrivée un plan qui s'appelait Back in the Race, qui était un plan de redressement, et avec un principe, c'est que toutes les entités, quel que soit leur rôle, devaient contribuer à juste proportion. Et donc, dans ce cadre-là, donc j'ai quitté la direction du site de Rennes en début d'automne, et j'ai passé, je crois, 2 mois avec mon prédécesseur pour préparer en gros mon plan. Et à l'époque, les modalités de contribution, c'était de revoir le business model, d'avoir un réajustement des effectifs parce qu'il y avait décision du groupe. Et je l'ai intégré, confère à ce que je disais tout à l'heure, voilà, avec une situation où je connaissais les effectifs, puisque j'avais travaillé durant 7-8 ans à cette direction informatique. Donc je n'arrivais pas comme un élément extérieur. Je connaissais et j'étais connu des gens. J'ai annoncé quel était ce plan parce que c'était une contribution au redressement du groupe. C'était notre contribution, en plus d'assurer évidemment la qualité opérationnelle, les projets en temps et en heure minimum requis comme il se doit. Et l'idée a été dans la partie développement des applications. J'ai pas touché à l'infrastructure pour différentes raisons, peu importe. Mais dans la partie applicative, il faut admettre que on avait dans beaucoup d'entités des gens qui ne codaient plus, sauf dans un domaine qui était celui des systèmes de production, de manufacturing. Et on était tombé d'un peu dans un travers d'avoir beaucoup de boîtes aux lettres à franchir entre l'émetteur du besoin, on va dire le chef de projet, et ceux qui réalisaient effectivement le code. Donc j'ai considéré que là il y avait une zone d'optimisation. Donc on a fait un appel d'offres. J'avais mis en particulier un paramètre social dans l'appel d'offres pour que les gens que nous transférions soient transférés dans des conditions correctes. Il se trouve qu'à l'issue d'un appel d'offres avec un RFI, une consultation assez large, on s'est focalisé sur 3 entreprises, et celle qui était retenue était Capgemini. Et donc on a fait un plan de transfert de 200 personnes sur les 2200 personnes à cette entreprise, ce qui m'a beaucoup occupé au plan social, comme j'avais été occupé sur ce type de sujet d'ailleurs quand j'étais à Rennes. Et puis c'était un peu un fusil à 2 coups, parce qu'en réalité on a aussi transféré une partie de ces activités en Inde, ce qui est un changement culturel assez conséquent, avec des difficultés opérationnelles conséquentes, et on a connu, donc on a décidé de faire cela mi-2015, on l'a exécuté le 1er juin 2016, et on a connu 6-9 mois quand même un peu difficiles, avec pas mal de risques opérationnels, mais la confiance du top management de l'entreprise en cas de quelques petites difficultés. Le truc s'est mis sur les rails, et puis on a réédité quelque chose d'un peu comparable
avec un transfert d'effectifs plus limité et localisé en Argentine avec Atos en 2018. Et c'était aussi pour nous donner la capacité de faire face à tout le travail d'intégration d'Opel, dont PSA a fait l'acquisition à la mi-2017, et pour lequel, au plan informatique, il fallait procéder à un carve-out, puisque Opel utilisait des systèmes d'information de General Motors, systèmes d'information très majoritairement opérés aux États-Unis et maintenus et développés aux États-Unis. Et ça été le gros projet de mon mandat de DSI, puisque à l'issue de 2 années, on a réussi à mettre un terme pour l'intérêt commun de General Motors et de PSA à un Technical Service Agreement qui devait durer 5 ans. On va revenir sur Opel, parce que c'est un sujet, ça fait partie des sujets forts. Mais là, ce que tu viens de décrire, c'est quelque chose auquel beaucoup de DSI avec lesquels on travaille et qu'on accompagne avec Hub Advisor sont confrontés. À savoir, ne plus avoir de force de frappe sur le code. Et moi, je le vois, j'allais dire quasiment quotidiennement, des gens qui nous disent moi aujourd'hui dans ma DSI, j'ai quasiment que des chefs de projet. Et j'ai plus de capacité de code. Alors, est-ce que cette nouvelle organisation a permis à PSA, et ce qui est problématique, là je dis ça, mais effectivement, de ne plus avoir de force de frappe de code, je pense qu'à un moment donné, c'est problématique. Est-ce que cette nouvelle organisation, cette nouvelle façon de faire a permis à PSA et à ta DSI peut-être d'avoir de nouvelles possibilités et de pouvoir développer, créer du code, créer de la valeur aussi pour le métier? Alors ça c'est un vaste sujet, parce que juste au moment où j'étais en train d'exécuter ce projet qui avait été validé et entériné par le top management, dans le même temps, il y a eu la création d'une équipe digitale qui, dans un premier temps, a été à côté de l'IT. Et évidemment, le message du digital, c'est internalisation des ressources clés, upskilling, etc. Donc, où se situe la vérité? Il se trouve que j'ai rediscuté de ces sujets-là à l'automne passé, entre septembre et fin février de cette année, septembre 2021, février cette année, parce que Stellantis a embauché un CIO global, en la personne de Chris Taylor, que j'ai, durant cette période, du fait de mon projet de départ en retraite en mai de cette année, que j'ai aidé à s'intégrer, à comprendre les rouages de l'entreprise, le contexte, etc. C'est un sujet qu'on abordait ensemble pas mal de fois, parce que Chris a cette vision très digitale, il faut internaliser, etc. Sauf que le problème, c'est que l'entreprise est là, je reviens à mon affaire de tout à l'heure, des objectifs qui sont d'une portée supérieure, parce qu'ils sont au niveau du top management, d'optimisation des effectifs, de choix d'orientation pour l'efficience, etc. Donc moi, j'ai peut-être une forme de regret, c'est d'avoir piloté une baisse des effectifs, mais malgré quelques propositions que j'ai pu faire, mais je n'en nourris pas entendons-nous, une frustration, une déception extrême. C'est la réalité est dure, et la loi, mais c'est la loi. Il y a les contraintes qu'impose l'entreprise. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de proposer à Carlos Tavares d'augmenter un petit peu le budget IT. J'ai pas eu gain de cause, et j'ai pas eu une réaction offusquée me disant comment osez-vous. Non, pas du tout. On m'a dit on voit très bien de quoi vous voulez parler, mais pour différentes raisons, celle-ci, voilà, ça m'a pas empêché une année d'avoir un extra budget, dont j'étais extrêmement fier. Donc ça peut arriver aussi. Et sur ce sujet, j'ai connu l'exemple de General Motors. General Motors a internalisé toutes ses activités en 2012, je crois. General Motors est monté à un effectif IT de 12 000
personnes. Wow. Ouais. En 2017, c'était le cas, avec une optique complètement différente qui consistait à dire il vaut mieux avoir les gens dans nos effectifs. En théorie, on fait plus appel à aucune sous-traitance. Le contexte de départ était un peu différent. Il y avait un morcellement des projets, beaucoup de gens qui s'occupaient de gérer des contrats mais qui mettaient pas le nez dedans, etc. C'était quand même un peu à contre-courant. Je pense que ça s'est remodulé un peu entre-temps. En tout cas, c'était pas les conditions, les paramètres qui étaient proposés au départ. On a réussi à monter des partenariats avec donc Capgemini et Atos, avec une forte implantation des ressources en Inde, avec les difficultés connues, ne serait-ce que celle de la langue culturelle, avec le fait que vous avez des gens qui n'osent pas d'un côté et de l'autre parler aux interlocuteurs parce que ils maîtrisent pas la langue, enfin les trucs habituels. Donc oui, on s'est pris tout ça de front. Pour autant, notre niveau de qualité opérationnelle ces dernières années s'était plutôt amélioré, alors qu'on avait connu un pic bas en 2016 quand on a mis à exécution ce projet. Donc il n'y a pas d'opération miraculeuse. C'est bien que les choses finissent par fonctionner. Ça demande beaucoup d'efforts. Et puis je vais pas renfoncer aussi la porte ouverte du changement. Les gens ont horreur de ça. Alors que les informaticiens sont par nature payés pour apporter du changement, de nouvelles applications, de nouvelles techno, ils le redoutent et le repoussent tant que faire se peut pour eux-mêmes. Ce qui m'a marqué avec toi, en échangeant avec toi, en te rencontrant, c'est tout à l'heure on parlait de cette fameuse crise existentielle du DSI qui cherche toujours son positionnement et qui est amené, on lui dit toi t'es DSI mais il faut que tu sois aussi Chief Digital Officer, il faut que tu ailles aller recruter des talents, je dis n'importe quoi, mais qui viennent de Facebook, de Google, il faut que tu fasses plein de partenariats, etc. Il y a ce bruit-là, en fait, des nouveaux DSI, ce qui fait aussi des DSI qui ont cette double casquette, etc. Toi, et puis tu me corriges si je me trompe, mais j'ai pas vu ça chez toi, je donne quelques exemples. Je sais qu'il y a une direction digitale qui s'est formée à côté de la DSI, et que voilà, toi tu as accepté, et puis voilà, vous avez collaboré les uns à côté de l'autre. Plutôt intelligemment. Pareil pour le véhicule autonome. À un moment donné, tu avais une personne dans ton équipe qui était en charge du sujet, et puis il est parti au niveau de la R&D. Et à un moment donné, je t'avais posé la question, je t'avais dit, mais ça te pique pas de voir potentiellement des fonctions métiers avec un peu de visibilité, etc., sortir de ton périmètre? Et tu disais non, moi ça me gêne pas plus que ça, parce que mon métier de DSI, dans ta tête, il était assez clair, sa définition, et tu as fait suffisamment de boulot pour t'occuper et occuper tes équipes. On peut reprendre cet exemple de l'informatique du véhicule connecté. Ce sujet du véhicule autonome, qui dans le monde automobile pour la DSI est le sujet nouveau et très très emblématique. Il faut se positionner dessus. Voilà, et puis les compétences sont quand même à l'informatique. Chez PSA, lorsque j'ai pris le rôle de DSI, donc en venant d'un job autre que l'informatique, une partie des équipes infrastructures, surtout sur le pilotage d'un des collaborateurs, avait au fil du temps apporté son aide d'une façon plutôt avec un sens du service et aussi une petite dose d'excitation intellectuelle. Et donc on a, avec ses compétences informatiques autour du réseau, de l'architecture informatique, apporté un appui et créé un peu un contexte de pépinière pour faire émerger ce nouveau rôle. Mais dès l'année, on va dire 2017, j'ai trouvé qu'on s'exposait à un risque, c'est que cette évolution assez fondamentale, où le soft, il y avait déjà du soft dans les voitures, comme chacun sait, puisqu'ils étaient dans les chips électroniques, mais là, pour le coup, la voiture avait un petit peu tendance, certains ont dit, à devenir un software sur des roues, et c'était pas que du mécanique ou de la mécatronique. Donc il y avait quand même à négocier un virage, me semble-t-il, pour que les gens de l'ingénierie automobile s'approprient vraiment ça, et la seule façon de se l'approprier, c'était d'intégrer cette équipe. Donc j'ai effectivement proposé au patron de l'ingénierie de l'époque, que je connaissais bien, avec qui on avait conduit plusieurs projets, en particulier de PLM, qui était Gilles Leborgne à l'époque. J'ai proposé, ainsi qu'à Brigitte Courtehoux, qui était en charge de Free to Move, de transférer cette équipe au sein de l'ingénierie, tout en assurant, nous, le back-office nécessaire, etc. Et je pense que c'était assez salutaire, parce que ça a permis aussi vraiment de transférer cette connaissance, cette culture, et vraiment de l'imprégner dans le monde de l'ingénierie.
Et en fait, la contribution d'un dirigeant, elle se mesure pas au nombre de bons hommes et de budget. Ça, c'est une vision, je pense, qui perdure un peu, qui est peut-être un peu archaïque. Je ne sais pas. En tout cas, il m'a semblé que le rôle du DSI à ce moment-là était de dire attention, il faut vraiment que ça rejoigne le monde de l'ingénierie produit. Et ce qui nous a pas empêché d'apporter des contributions, des appuis, des aides sur le réseau, la cybersécurité, que sais-je, pendant cette période de transition. En fait, toi, tu définis bien ton métier de DSI et tu te dis, là-dessus, je suis dans mon champ de compétences et il y a des sujets où potentiellement, c'est plus le métier de la DSI comme toi, en fait, tu vas le visualiser. Tu te dis, là, on est plus sur la R&D et dans ce cas-là, il ne faut pas avoir d'ego, en fait, et se dire, quel est l'intérêt pour le groupe? Et l'intérêt, il est que cette équipe-là récupère le bébé, entre guillemets. Oui, et puis bon, faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître qu'en matière d'ego, on raisonne peut-être pas tout à fait de la même manière quand on a 55 ans ou quand on en a 35, si tu vois ce que je veux dire. Je vois bien. Quand on arrive moi j'ai pu démontrer à plusieurs reprises dans des contextes différents, comme on l'évoquait tout à l'heure, quelle pouvait être ma contribution pour l'entreprise. Voilà, à un moment donné, j'ai pas... Mon intérêt personnel doit s'éclipser devant l'intérêt de l'entreprise. Je suis pas un saint dans l'entreprise. Je dis juste que ça me semble plus facile de le faire quand on a déjà démontré, quand on a eu une évolution de carrière dans l'entreprise, que quand on est en plein dans la phase ascendante et qu'on doit démontrer tout un tas de choses et qu'on saisit toutes les opportunités, etc. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait quelque part dans le dispositif quelques rôles de vieux sages, mais des vieux sages qui sont encore les doigts dans la prise, très connectés au monde du terrain. Et je trouve, il me semble, je me trompe peut-être, mais que en tout cas, durant ces deux ou trois dernières années, je trouve, mais c'est peut-être une vision pas totalement objective, mais que j'ai progressivement plus basculé dans un rôle aussi de vieux sage. Je disais même parfois, mais seul moi avait l'autorisation d'utiliser cette expression, de vieux singe. Ok, d'accord. Et c'est ce que j'ai fait, par exemple, je crois, avec Chris Taylor, nouvellement nommé en septembre l'an dernier, pour... je pense pas que j'aurais été d'accord avec toutes ces orientations, ou du moins l'ampleur, mais après c'est sa responsabilité, mais j'ai joué ce rôle de donner quelques conseils et prévenir de quelques garde-fous, parce que comme on connaît ces saints, on les adore, hein. Quand vous avez quelqu'un qui arrive de l'extérieur de l'entreprise, c'est un tsunami de choses à intégrer. Et je pense qu'il est assez appréciable, voire indispensable, d'avoir quelqu'un qui est assez détendu sur ses intérêts personnels pour pouvoir mettre en garde et allumer les warnings là où il faut les allumer. Sur des circonstances, sur des comportements, sur des attitudes de certains, etc., si on voit ce que je veux dire. Très bien. Comme tu parles de Chris Taylor et du nouveau Stellantis, tu penses qu'il aura le même cap que toi, ou bien CIO, CDO, etc. Non, là, ce qui est clair, c'est que depuis 2021, les fonctions de digital ont été réintégrées dans la direction informatique. Donc on est déjà dans ce cadre-là. Bon, voilà, par exemple, quelque chose qui s'est passé que j'ai accepté et que j'ai fait en sorte, alors que ça aurait probablement pas été la façon dont je l'aurais fait, cette émergence des sujets digitaux, je l'aurais probablement pas, à titre personnel, exécuté comme ça, mais c'était une décision de l'entreprise, et je l'ai in fine accepté, et on a fait en sorte, avec un certain nombre d'interlocuteurs du digital, que ça se passe le mieux possible, et c'était, je trouve, assez transparent pour nos utilisateurs internes, je pense en particulier ceux de Sales and Marketing. C'est de toute façon ce qu'on observe beaucoup. On observe beaucoup de groupes qui se disent à un moment donné, j'ai envie de retrouver de la force de frappe sur le code, sur l'expérience client, et on crée une Digital Factory à côté. Et puis ce qu'on observe, c'est qu'à un moment donné, la Digital Factory réintègre la DSI. C'est un parcours classique qu'on observe nous. Et je vais te parler de 2 ou 3 transformations quand même majeures que tu as connues en tant que DSI, notamment le volet des fusions-acquisitions. Avec une en 2018, Opel,
Parce que là, c'est un sujet énorme. Effectivement, on voit, nous, de nombreux clients qui nous disent, là, on va intégrer tel groupe, on se fait racheter, on va racheter. Tu as quand même eu une organisation, une expertise sur ces sujets-là. Oui, alors... Comment vous avez fait, en fait, pour... Je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Le groupe est rentré en discussion avec General Motors pour procéder à l'acquisition d'Opel. Ça s'est fait en août 2017. L'IT a été intégré dans les discussions très tôt, en un nombre limité de personnes. Et l'informatique, du fait du contexte de l'informatique d'Opel, ça aurait pu être un blocage dans le process d'acquisition, parce que Opel dépendait à plus de 80% de l'informatique de General Motors en réalité. Utilisait les applications corporate de GM qui étaient exploitées aux États-Unis et entretenues, et les nouvelles applications développées aux US. Et donc on a... Dans le cadre général de l'acquisition, il y a eu la signature d'un Technical Service Agreement où General Motors, sous certaines conditions contractuelles bien précises, on peut faire confiance à leurs lawyers, procurait ce service sous certaines conditions à PSA pendant un certain temps. Et l'équipe informatique a été étroitement associée à la construction de ce Technical Service Agreement, qui n'a pas spécialement beaucoup plu aux équipes informatiques de GM lorsque le deal a été signé, parce que ça représentait payer dans leur budget un certain nombre d'efforts qui étaient à leur goût pas totalement compensés, peu importe. Et les conditions de départ, moi j'étais chargé au départ de faire en sorte que ce deal, ce contrat se fasse dans 100 heures, pour qu'il n'y ait pas d'impact opérationnel sur l'exécution des applications. Et à Day One, alors avec un travail des équipes conséquent pour interconnecter les systèmes, avec vous pouvez imaginer avec les contraintes de sécurité diverses et variées, les connexions réseau, les overlaps d'adresses IP, tout ce genre de choses. À Day One, le truc s'est passé de façon fluide. Et ça, c'était la priorité absolue. Et ensuite, il a fallu qu'on gagne la crédibilité auprès des équipes IT de General Motors aux US, parce que nous étions seulement européens, voire français, et puis que nos intentions étaient plutôt d'exécuter le contrat le plus vite possible. Et on avait un rituel où une fois on allait aux US, une fois c'était l'équipe GM IT qui venait en France. On a assez rapidement à peu près compris qu'on avait un intérêt commun à le faire de la façon le plus fluide, de notre façon. On avait une latitude pour apporter au contrat via des avenants techniques, des modulations sur les durées, etc. Et pour faire les choses simples, on a trouvé assez rapidement un accord sur lequel je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, pour ne pas rester dépendant de l'équipe américaine, ce qui leur coûtait, et nous, ce qui nous liait, eh bien, on a trouvé ensemble une formule où on a récupéré des clones copies du parc applicatif qu'on a installé, exploité en Europe, à nos frais, à notre main. Ils nous ont apporté toute l'assistance et au bout de 2 ans, on a pu mettre un terme à un Technical Service Agreement qui était signé pour beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Et dans le même temps, en parallèle, on se désengage des applications comme nous en étions convenus au départ, avec la totale transparence sur le fait qu'on les désengage progressivement. Et lorsque j'ai quitté l'entreprise, au bout de 5 ans, on avait fait 97% du désengagement des applications précédentes. Après, un autre volet a été l'intégration des équipes informatiques d'Opel, qui étaient basées à la fois en Allemagne, en UK et en Espagne. Et là, je dirais que ça relève, je crois, un peu de la même approche managériale, c'est-à-dire de dire aux gens ce qu'on va faire, de faire beaucoup de rencontres, et en particulier des rencontres en one-to-one pour éviter les malentendus, saisir ce qui peut apporter des divergences, etc. Et aussi rappeler, à défaut peut-être parfois de pouvoir expliquer, mais quelle était la loi et qu'elle était incontournable. Et on a réussi à le faire avec... on a pris le temps
On a pris le temps, on a vécu pendant 18 mois avec 2 équipes un peu en parallèle. Et donc j'ai été en mesure de créer une équipe PSA plus Opel unifiée au plan informatique. On l'a fait de façon progressive et en connaissant les gens. Ce que les circonstances de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler en janvier 2021, une fusion 50-50, ne nous ont pas permis de la même manière parce que là, pour le coup, on n'avait pas le temps pour nous et il fallait vraiment procéder le plus rapidement possible à une unification des organisations, ce qui est toujours un peu plus délicat. On a pris un petit peu plus de temps en réalité que les autres directions et c'était plutôt, je pense, favorable parce que là encore, ça nous a permis de connaître un peu mieux les équipes, même si, dans le cadre de la création de Stellantis, on l'a fait totalement à distance, en remote, du fait du contexte du Covid. Et puis après, l'habitude était prise de travailler à distance et on l'a fait à distance. Justement, quand on parle de fusion-acquisition, moi je sais que à cette époque-là, à la fois pour Opel et à la fois pour Stellantis, il y avait quelqu'un dans ton équipe, Laurent Fondeur, qu'on salue, qui s'occupait spécifiquement de ces sujets-là. Est-ce que c'est une pratique que tu recommandes ? Ah bah oui, alors je salue également Laurent. Alors c'est toujours un peu délicat de citer des noms de collaborateurs parce que d'autres ont aussi un rôle clé. Mais s'agissant de ces 2 sujets de carve-out pour Opel et de fusion avec Stellantis, Laurent Fondeur a joué un rôle très particulier puisque il était chef de projet, ce qui est un rôle assez classique, mais sur des projets qui sont quand même pas si habituel que ça pour des informaticiens, en tout cas avec un éventail d'activités qui est très très large, qui dépasse très largement les seuls aspects techniques, puisqu'il y a des aspects négociations contractuelles, en particulier au début des affaires. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la culture, la façon de fonctionner des gens, Laurent est quelqu'un, par exemple, qui a un cerveau droit plus développé que le cerveau gauche, à mon avis. Alors, c'est peut-être un peu simplificateur extrême de dire ça, mais on en a beaucoup parlé aussi avec lui. C'est quelqu'un qui a une intuition très 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 forte, qui a une capacité à fonctionner en environnement flou assez remarquable, et c'est quelqu'un qui est, pour le coup, pas à l'aise du tout dans un environnement qui est extrêmement standardisé et processé. Donc c'est ça aussi, à mon sens, hein, le rôle du manager, c'est je disais tout à l'heure, comme on connaît ces saints, on les adore. Et évidemment, il faut connaître le profil des gens, en particulier des gens de grande proximité, pour savoir où sont leurs différenciateurs, leurs points forts. Et en l'occurrence, pour ce type de projet, dans des périodes où on ne sait pas par quel bout on va empoigner le sujet, tout est à inventer. On n'exécute pas une procédure d'intégration ou de fusion-acquisition. En tout cas, dans le contexte où nous, Haïti, étions, c'était quelque chose de totalement nouveau parce que nous avions plutôt connu des phases de croissance dans les années passées. On a connu des phases de croissance géographique, on a intégré de nouvelles régions, mais intégrer un écosystème inconnu en un temps aussi limité est quelque chose de très spécifique. Donc si on met des gens qui sont avec le profil absolument habituel de chef de projet tel que nous les connaissions classiquement, je pense qu'on aurait eu quelques difficultés. C'est pas une to-do list, quoi, une fusion-acquisition. Non, pas du tout. C'est quelque chose où on procède par essai-erreur. Et la caractéristique de Laurent dont nous parlons là, que je connaissais parce que j'avais travaillé avec lui précédemment, c'est quelqu'un qui a une excellente captation et analyse de l'interlocuteur. D'accord. À la fois de ses intentions, de ses modes de raisonnement, une très bonne captation des différences culturelles, beaucoup d'intelligence émotionnelle, et puis avec des caractéristiques aussi de négociation, etc. Ce qui ne sont pas les caractéristiques usuelles de l'ingénieur informatique standard. Hyper intéressant que pendant la fusion et acquisition, c'est beaucoup d'humains. Et qu'il faut... Oui,
Beaucoup de choses. Certes, ces volets, il y a des volets contractuels très très forts où par moment, il y a tellement de streams à traiter en parallèle que celui de l'IT, évidemment, il est supporté par les lawyers du groupe, mais on a une phase d'autonomie et de responsabilité qui est assez conséquente. Il y a des aspects techniques qui sont conséquents, où faire intervenir beaucoup de monde, faut coordonner tout cela. Et puis cet aspect, des fois, sur ces phases-là, un malentendu est très très vite arrivé. Il y avait présence de beaucoup de lawyers dans le cas de l'acquisition d'Opel avec General Motors, qui travaille beaucoup avec beaucoup de présence d'avocats, ce qui est parfois ce qui est souvent compliqué. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus opérable une fois que le contrat a été signé, qu'on s'est retrouvé entre gens de l'art Haïti pour travailler entre nous. Et il y a une expérience humaine comme dans tous les grands projets. Mais je trouve, moi j'ai eu cette vraie confirmation, c'est que il y a des profils de gens qui ne conviennent pas ou qui n'excellent pas dans le job au quotidien. Et il y a des gens qui se rendent extrêmement précieux dans des situations exceptionnelles. Et que ça, c'est DSI ou pas DSI, et je m'excuse si j'enfonce pour la énième fois une porte ouverte, c'est quand même le rôle du manager, c'est d'identifier chez les gens ce qu'on appellerait aujourd'hui le radar de compétences. Il y a des gens, vous pouvez très bien tirer sur tous les points faibles que vous voudrez, vous changerez rien du tout. Mais ils ont dans le profil des points forts, différenciateurs, et tout l'art, ça doit être probablement la même chose pour un chef d'orchestre, c'est d'utiliser à bon escient ses compétences, parce qu'elles sont clés, qu'il n'y en a pas deux comme ça. Très intéressant. Il faut jouer avec et en plus, je suis un piètre joueur de belote, je vous parle même pas du tarot et au poker, c'est une catastrophe, mais j'ai toujours eu la conviction, faut jouer avec les cartes dans son jeu. Et ça rejoint d'ailleurs, Ismaël, une question sur les DSI, parfois quand j'écoutais des collègues, il y avait une espèce de frustration parce qu'ils avaient pas le budget pour faire ou le support ou je sais pas quoi. That's life. Parce que si vous parlez à un patron de l'ingénierie, il y a des tas de trucs, il a des tas d'idées sur des tas de produits qu'il voudrait faire. À un moment, il doit faire des choix. Un patron de fabrication, il voudrait faire une quantité de voitures bien supérieure à ce qu'il produit tous les jours. Mais il a des tas de contraintes de tous ordres. C'est pas le monopole du DSI, cette frustration. Non. Pas du tout. Non, mais bon, après, c'est pas... Encore une fois, moi aussi, j'ai nourri par moments des grands agacements, parce que l'axiome, c'est quand même que quand un projet se passe bien, c'est quand même grâce au métier qui savait ce qu'il voulait, qui avait une vision claire sur ses objectifs, qui a implémenté un beau projet, et dès qu'il y a quelque chose qui part de travers, c'est quand même la faute de l'informatique qui l'implémente pas bien. Tout le monde a vécu ça, tout le monde sait ça. Mais bon, ça fait partie des jobs. Après, l'entreprise, en particulier au niveau du top management, on peut aussi l'aider à avoir une certaine lucidité là-dessus. Moi, j'ai juste pensé parfois que l'entreprise aurait pu m'utiliser parfois d'une façon un peu complémentaire, de par la vision transversale que je pouvais avoir. Comment ? Parce qu'un DSI voit beaucoup de choses dans l'entreprise sous un angle de vision qui est un peu différent et que le top management ne perçoit pas forcément cette vision. Ou alors peut-être qu'il craint qu'elle soit déformée, je ne sais pas. Donc un CEO qui demande à son DSI, tiens, tes observations sur telle direction, ça a de la valeur. Ouais, si dans une autre vie, si j'étais réincarné en CEO, ce qui est une probabilité évidemment extrêmement faible, eh bien, de temps à autre, je chercherai à confesser mon CIO. Ok, hyper intéressant. Et puis dernière question, enfin j'ai deux dernières questions. Il y en a une, c'est sur le télétravail. Je le dis parce qu'il y a eu un grand effet d'annonce du groupe Stellantis qui a dit Stellantis bascule full du télétravail, etc. C'était en plein Covid, mais je pense que vous y êtes encore dedans. Toi, en tant que dirigeant de Stellantis, à la tête d'une équipe de plus de 1000 personnes, quelle est ta conviction sur ce sujet-là ? Comment tu t'es organisé ? Alors ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, qui m'intéresse toujours beaucoup. Je suis intervenu il y a juste un an à l'occasion du symposium du CRIP pour témoigner de cette implémentation
du télétravail ou du travail à distance chez d'abord PSA, puis Stellantis. Alors c'est pas un full, c'est pas en totalité du télétravail, hein, mais la dose de télétravail est assez élevée, puisqu'en mai 2020, le groupe a annoncé que dans le cadre d'un projet qui s'appelle New Era of Agility, les salariés, alors pas toutes les fonctions, pas les gens qui sont en ligne, avec un certain nombre de contraintes pour les gens qui développent des véhicules, évidemment, mais que le standard, c'est qu'on passait à 1 jour et demi de présence, 1 jour et demi de présence dans les bureaux. Et ce qui veut dire, par différence, 3,5 en remote, ce qui se simplifie en général par des gens qui travaillent 1 jour par semaine au bureau, certains travaillant 2 jours. Voilà ce qui est à peu près, et on est resté à peu près sur ce calage-là. Et lorsque j'ai témoigné l'année dernière, on trouve d'ailleurs mon intervention sur YouTube, je disais que j'avais intitulé cela « Opportunité et vigilance ». Donc il y a des opportunités parce que évidemment il y a des impacts de commodité pour la vie des salariés, il y a des retombées économiques de réduction de surface immobilière pour l'entreprise, c'est absolument clair. Il y a un mode de vie extrêmement plus souple, où quand les gens ont un besoin d'être chez eux sur une petite période dans la journée, et voilà. Et globalement, ce qu'on a constaté, c'est que la productivité était plutôt au rendez-vous. En tout cas, dans les fonctions dont j'ai eu la responsabilité, je suis affirmatif là-dessus. Après, j'ai, sous le vocable de vigilance, rappelé un certain nombre de choses. Je pense que la crainte ultime, à mon sens, c'est que, sans précaution, l'entreprise devienne une armée de mercenaires. C'est pour moi la crainte ultime. Armée de mercenaires, je crois que ça parle à tout le monde, sachant que c'est sous-tendu par le commentaire que le mercenaire a toujours une caractéristique, un jour ou l'autre, il finit par mordre la main qui la nourrit. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, à mon niveau, sur le pilotage de mon équipe, j'ai vraiment veillé à ce que on laisse pas des gens un peu partir à la dérive, que le lien se délite pas, qu'on reste en cohésion. Et il y a des moyens de rester vigilant, mais il faut aussi que les équipes, les managers à tous les niveaux, sans attendre des directives de l'entreprise, se posent la question: qu'est-ce que je fais quand je viens au bureau de différent de quand les gens sont chez eux en télétravail? Cette question-là, elle est incontournable. Sinon, il se passe le fait que les gens viennent dans des open space, se mettent sur leur écran et fassent la même chose que quand ils sont chez eux. Et on perd l'opportunité d'être ensemble à ces occasions-là. Alors évidemment, tout ça est compliqué parce que, en particulier dans un contexte international comme celui de Stellantis aujourd'hui, vous n'allez pas tous les 3 matins mettre dans la même salle des Français, des Italiens et des Américains. Vous n'allez pas faire voyager tout le monde en permanence. Donc il y a des gens, de facto, qui ne se verront jamais. Par exemple, moi, sur les 2 dernières années, je ne me suis pas déplacé aux États-Unis. Certes, j'avais des interactions avec ses collègues, tout le temps, bien sûr, mais il faut que les gens restent connectés, y compris visuellement, de temps à autre, passer du temps avec des collègues, même si c'est pas tous les collègues. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. Aussi parce que c'est incontournable pour l'intégration des nouveaux. On ne s'intègre pas à distance. Ça, mon expérience d'avoir appris tellement de choses en discutant de façon impromptue avec les gens me fait dire que un des problèmes avec le travail à distance, c'est que vous n'avez plus cette opportunité de discussion impromptue. Et c'est compliqué de la créer. Parce qu'un des enseignements de l'année du Covid, les gens qui interagissaient avec moi en direct report, disons les 2 premiers niveaux hiérarchiques, j'ai continué à interagir avec eux comme avant, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme c'est un nombre assez limité, j'ai pas de problème dans le courant de la journée, ou en fin de journée, ou en tout début de journée, de les contacter directement par un chat, et eux réciproquement. Ouais. Parce qu'on se connaît et que dans notre relation, c'était déjà ce qu'on faisait avant. Le problème, c'est que ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que ma capacité à contacter les gens plus loin dans l'organisation était avérée. Ça isole. Ça isole, et ça m'isolait, moi, d'un certain nombre d'équipes opérationnelles,
et peut-être eux de moi. Donc il y a vraiment à réfléchir. Moi je dis pas c'est bon ou mauvais. Ouais. De toute façon c'est incontournable, on est parti pour ça. Et puis aujourd'hui, on sait que pour les jeunes générations, s'il n'y a pas une petite dose de télétravail, sûrement pas trop, mais une dose de télétravail, ça va poser un problème. Donc c'est un fait établi. On a démontré que c'était possible. La chose qui est incontournable, c'est vraiment, au fur et à mesure que l'expérience s'acquiert, de voir ce qui est à moduler, ce qui est à tuner. Et je pense que c'est incontournable d'avoir cette réflexion de comment je pilote, comment je manage, et sans en faire des tonnes, sans intellectualiser ou conceptualiser le truc. C'est juste que quand vous êtes sur le site, c'est l'occasion pour déjeuner ensemble, par exemple, ou dîner. Moi, j'avais un rituel avec quelques-uns. Les dîners pendant cette période-là se terminaient avec un Armagnac. Plutôt une bonne idée. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais. Non, c'est un exemple. Moi, j'ai conseillé à des gens de sécher des réunions le jour où ils sont sur site pour se libérer, par exemple, 1 heure de temps pour pouvoir interagir avec des gens. Voilà. Sans présumer initialement de ce que sera le contenu. Peut-être que ça ne sera pas grand-chose, mais peut-être que ça sera juste, une info. Où il y a aussi cette histoire, vous savez bien, sur la créativité. Bon, je fais pas référence forcément au mail d'Elon Musk qui, à contre-courant de tout le monde, dès je sais plus quand, a rappelé tout le monde. Les gens pouvaient faire du télétravail au-delà de 40 heures par semaine au bureau. Ok, parce que il rappelait que la créativité passe par la présence, etc. Ouais. Donc, je pense que dans une première période, comme c'est quelque chose de nouveau, faut être un peu prudent. Il faut continuer à avoir les gens, pas forcément l'intégralité des équipes. Puis il y a des trucs un peu intermédiaires. Par exemple, au lieu d'avoir 20 personnes qui participent individuellement depuis chez eux à la même réunion, comme ça se passe l'essentiel du temps. Pourquoi on ne fait pas d'une nationalité, les gens viennent dans une salle, par exemple à Turin, par exemple à Rüsselsheim en Allemagne, par exemple à Luton en Angleterre et à Vigo en Espagne, les gens se regroupent, donc on a 5 sites connectés en même temps, donc tout le monde n'est pas en présentiel, mais on regroupe des gens où les gens sont présents ensemble. Ça, c'est par exemple une idée de quelque chose qui est une adaptation du monde du télétravail. Avec ton recul, demain, il y a un CEO qui t'appelle et qui te dit Jean-Luc, tu es l'ancien CIO de PSA, je dois recruter moi-même un DSI. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de regarder chez le candidat? C'est quoi les 2-3 critères prioritaires que tu regarderais chez un DSI plutôt d'une grosse entreprise, on ne parle pas d'une petite PME. Vaste sujet. En tout cas, il y a un volet qui est incontournable, c'est la compétence, à laquelle on pense initialement, la compétence, l'expérience dans le domaine purement technique. Donc ça, c'est évidemment le point de passage obligatoire, c'est-à-dire que si le niveau visé n'est pas atteint, c'est même pas la peine d'aller plus loin, évidemment. Mais ça, c'est pas très original parce que tout le monde pense de prime abord à ça. Après, pour des niveaux de responsabilité comme celui-là, je pense que pour le DSI comme pour les autres, c'est les mêmes caractéristiques et qui sont parfois propres à l'entreprise. Je prends un exemple. J'entends beaucoup dans la façon dont certains DSI se présentent ou dans les recrutements, une emphase mise sur l'innovation. Par exemple, chez Stellantis, Carlos Tavares ne m'a jamais demandé explicitement de faire de l'innovation. Il m'a toujours demandé de protéger l'entreprise. Et derrière protection, c'est évidemment extrêmement vaste. Ça concerne évidemment des sujets de cybersécurité, la disponibilité, la performance, l'ergonomie des applications, aussi la nouveauté, mais avec du carry-over, la reconduction de solutions, tirer le meilleur profit des investissements consentis dans le passé. Donc ça, je trouve que dans le contexte Stellantis, c'est un critère de choix et de recrutement de quelqu'un. Mais c'est lié à un contexte d'entreprise. Donc je pense qu'il ne faut pas... donc en résumé, il y a des critères vraiment techniques, spécifiques du rôle de CIO, qui eux sont incontournables et que des tas de cabinets savent évaluer et certifier. Il y a ces aspects qui sont un peu spécifiques aux attentes dans
telle ou telle entreprise, et c'est pas forcément les mêmes en fonction du contexte. Je pense que l'industrie automobile a des attentes qui sont probablement assez différentes de l'industrie pharmaceutique, mais il y a aussi beaucoup de points communs, et c'est ce qu'on attend du manager et du style de management. Et ça, c'est aussi, je crois, lié à l'entreprise. Moi, si j'étais le CEO et que je devais embaucher quelqu'un, en termes de caractéristiques managériales, je sais ce que j'attendrais. Mais ce n'est pas forcément ce que toute entreprise souhaitera. Toi, t'attendrais quoi ? Je chercherais à m'assurer que, conformément à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le profil de celui que j'ai, c'est qu'il y a un processeur suffisamment dimensionné avec la bonne fréquence, ça c'est le minimum requis, qu'il y ait vraiment les actionneurs, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui soit dans l'action et pas que dans la stratégie, et puis qui dispose de la guirlande de capteurs pour bien capter tout ce qui se passe dans son écosystème autour de lui, pour qu'il ait la bonne captation, la capacité de réguler, et puis de s'adapter au contexte dans lequel il évolue. Très clair. Et là, la dernière question, qu'est-ce que tu penses de Hub Advisor et pourquoi tu as aussi accepté de rejoindre notre communauté de coachs, de sparring partners ? La première raison, c'est qu'on se connaît depuis quelques années, que dans un autre de tes rôles, on était en contact, que c'est toi qui m'as contacté. D'ailleurs. Et donc, c'est une bonne raison. Que j'ai pensé que ça pouvait répondre à quelques idées sur ce que je pouvais faire désormais dans cette nouvelle vie, puisque encore une fois je suis en retraite depuis quelques semaines, et que j'ai une résolution qui est de ne pas faire de consulting informatique, c'est-à-dire je n'ai pas du tout envie d'être que sais-je, DSI de transition ou je sais pas quoi. Le sujet qui m'intéresse, c'est possiblement des interventions, j'oserais qualifier ça de conseil, mais en tout cas d'interaction sur le sujet globalement du management, ce que tu appelles probablement plus le leadership, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi de partager un peu cette expérience. Et puis je crois qu'au-delà du rôle de DSI ou de responsable dans une organisation informatique, il y a des choses qui sont spécifiques au métier informatique, mais il y a aussi des grandes constantes. Il y a aussi ici dans ce domaine les lois de la physique universelle, une forme les lois de la gravité dans le domaine du management sont les mêmes un peu partout. Et puis c'est aussi sous-tendu par une idée que j'ai durant mes études, durant ma carrière dans différents postes, rencontrer des gens avec qui le fait de discuter m'a apporté des éclairages. Et je me dis, avec toute la prudence qui s'impose, que ça peut être aussi une forme de renvoi d'ascenseur. Mais comme je te l'ai dit, je ne cherche pas à en faire une activité très prenante dans mon temps. L'heure du luxe de choisir est arrivée, et j'ai aussi tout un tas d'activités pas super glorieuses, des activités simples de la vie quotidienne, ou aussi d'intérêt pour d'autres activités comme, que sais-je, la musique, la lecture, etc., qui doivent constituer ce quotidien. Donc dans ce cadre-là, un filet d'activité autour de ce rôle-là me paraît envisageable. Très bien. Merci beaucoup Jean-Luc, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci Ismaël, à bientôt. À bientôt.